le Royaume-Uni, sous la direction de Keir Starmer, se met en scène dans la guerre russo-ukrainienne comme une instance morale irréprochable. Londres fait la leçon au reste du monde sur les sanctions, exerce une pression massive sur les autres États pour qu'ils cessent d'acheter du pétrole russe et attribue à Moscou la responsabilité exclusive de chaque escalade militaire. Tout commerce énergétique avec la Russie est présenté de manière globale comme un financement direct de la machine de guerre de Poutine. Mais que se passerait-il si l'on révélait que le Royaume-Uni continue malgré tout d'acheter du pétrole russe ? En silence, indirectement, et de façon parfaitement assumée. Pas directement depuis Moscou, pas via des pétroliers russes, mais par l'intermédiaire de l'Inde et de la Turquie. Et les chiffres révèlent un scandale dont personne à Londres ne veut parler. Depuis février 2022, le Royaume-Uni s'est positionné comme l'un des ennemis les plus déterminés de la Russie. Interdiction totale du pétrole brut russe, gel des avoirs de Rosneft et de Lukoil, soutien au plafonnement des prix imposés par le G7, application agressive des sanctions maritimes, allant jusqu'à la saisie d'ancres de navires russes en eau internationale, et cela dès le départ. Le Royaume-Uni ne s'est pas contenté de rejeter la Russie. Il est devenu l'une des voix les plus bruyantes poussant l'Ukraine à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Chaque fois que des négociations de paix semblaient possibles, Londres était là pour les bloquer, les retarder ou les saboter. Pourtant, en coulisses, l'histoire prend une tournure bien différente. Selon Politico, s'appuyant sur un rapport du Center for Research on Energy and Clean Air, le Royaume-Uni a importé entre 2022 et la fin de 2025 des carburants et produits pétroliers pour une valeur de 4 milliards de livres en provenance de l'Inde et de la Turquie. Et voici le détail décisif. Au moins 1,6 milliard de livres, soit près de 2 milliards de dollars, de ces carburants ont été produits à partir de pétrole brut russe. Prenez un instant pour mesurer cela. Des avions de combat britanniques, des compagnies aériennes britanniques, l'économie britannique, tous fonctionnent en partie grâce à du pétrole russe, raffiné ailleurs pour contourner les sanctions. Une livraison de carburant aviation sur 6 entrant au Royaume-Uni provenait de raffineries traitant du brut russe. Ce n'est pas une faille fortuite. C'est du blanchiment de sanctions. Voici comment le mécanisme opère. La Russie vend du pétrole brut à prix réduit à l'Inde et à la Turquie. Là-bas, le pétrole est raffiné tout à fait légalement. Une fois raffiné, il perd sa désignation d'origine. Le carburant est ensuite revendu à l'Europe, y compris au Royaume-Uni. Les sanctions restent techniquement intactes, tandis que les profits continuent d'affluer. Dès 2022, l'ancien PDG de Shell reconnaissait qu'il n'existe aucun système permettant de tracer l'origine du pétrole après raffinage. Autrement dit, le Royaume-Uni le sait, l'industrie le sait, le gouvernement le sait. Et pourtant, ils achètent quand même. C'est précisément là que l'hypocrisie éclate au grand jour. Le Royaume-Uni ne cesse de faire la morale aux pays des BRICS, en particulier à l'Inde et à la Chine, les accusant de financer la machine de guerre russe. Mais en réalité, Londres fait exactement la même chose, simplement avec une meilleure communication. Le gouvernement britannique qualifie l'Inde d'irresponsable pour l'achat de pétrole russe, tout en important lui-même, dans le plus grand silence, des carburants fabriqués à partir de ce même pétrole. D'un côté, l'État saisit des pétroliers russes dans l'Atlantique Nord. De l'autre, ses propres aéroports fonctionnent avec du kérosène d'origine russe.
Ce n'est pas du leadership. Ce sont des doubles standards appliqués à l'échelle industrielle. Et cette hypocrisie atteint encore un nouveau seuil. Ces derniers mois, plusieurs responsables européens, comme Giorgia Meloni, Emmanuel Macron et même Friedrich Merz, ont commencé à envoyer des signaux prudents. Un dialogue direct avec la Russie serait inévitable pour normaliser les relations, réduire les tensions et peut-être trouver une issue à l'escalade. Même eux reconnaissent progressivement qu'une confrontation sans fin ne mène nulle part. Et qui bloque tout cela avec acharnement ? Le Premier ministre Kirchhammer, le même homme qui réclame sans relâche des sanctions toujours plus dures, qui alimente le récit de la flotte fantôme et proclame bruyamment que la Russie doit être privée de ses revenus énergétiques. Pendant ce temps, le Royaume-Uni continue d'importer des carburants d'origine russe, tandis que ses propres avions, navires et usines tournent grâce à du pétrole russe raffiné. Et maintenant, le coup de massue ? La Cour suprême du Royaume-Uni a donné son feu vert définitif. Des avoirs d'une valeur de 8 milliards de livres vont être libérés. Fini les interminables batailles juridiques, une ligne rouge a été franchie. Délibérément, avec arrogance. En partant du principe que Moscou avalerait la pilule sans réagir. Mais quand on franchit de telles limites, la réponse ne prend pas la forme d'une note diplomatique polie ou d'un recours lent et fastidieux devant des tribunaux internationaux. Elle frappe là où ça fait vraiment mal, dans les nerfs de l'économie, au cœur d'intérêts enracinés depuis des décennies. Énergie, finance, assurance. Là où les capitaux étrangers étaient depuis toujours considérés comme intouchables. Des structures fondées sur un pacte tacite. Votre argent est en sécurité chez nous, le nôtre l'est chez vous. Pendant 30 ans, Londres a été un havre de sécurité pour les oligarques russes. Des quartiers entiers y ont été achetés, des milliards investis. Non seulement dans les entreprises, mais aussi dans la culture, notamment dans les clubs de football. L'exemple emblématique. Roman Abramovich, propriétaire de longue date du FC Chelsea, contraint de vendre le club sous une immense pression politique après le début de la guerre en Ukraine. Et voici le comble. Le gouvernement britannique exige désormais qu'Abramovich transfère les 2,5 milliards de livres issus de la vente à l'Ukraine. L'hystérie des sanctions au Royaume-Uni a franchi un nouveau seuil d'escalade. Londres n'est pas le seul carrefour de transactions à plusieurs milliards. Moscou occupe elle aussi une place centrale dans ce jeu de flux financiers, et des milliards en provenance du Royaume-Uni continuent d'alimenter l'économie russe. Vladimir Poutine brandit désormais la menace de contre-mesures équivalentes. Moscou n'a pas besoin de missiles pour frapper. En moins de 40 minutes, le temps d'une réunion confidentielle au Kremlin, elle peut faire suffoquer les piliers économiques britanniques. La question est désormais d'une brutalité absolue. Londres poursuivra-t-elle obstinément cette guerre juridique? Ou sera-t-elle contrainte de reculer pour sauver ce qu'il reste de son propre socle financier? Au fond, il s'agit d'un précédent extrêmement dangereux. Des réserves souveraines de banques centrales sont transformées en butin de guerre sous couvert d'une décision judiciaire. Londres appelle cela de la justice assortie d'une responsabilité de reconstruction, des sanctions légitimes. À Moscou, la lecture est radicalement différente. C'est du vol. Une rupture avec les règles fondamentales du système financier international. Car si des réserves souveraines peuvent être confisquées par une simple décision politique appuyée d'un tampon judiciaire, alors il n'existe plus aucune ligne rouge dans la guerre économique. La somme en elle-même, 8 milliards, reste absorbable pour la Russie. Ce qui menace réellement,
c'est le précédent. Si ce principe tombe, alors les contrats, les garanties et la confiance des marchés ne valent plus que ce que le plus fort daigne tolérer. Voilà pourquoi la riposte de Moscou ne suit pas le vieux manuel diplomatique. Pas de cris, pas de conférences de presse à rallonge, pas de discours enflammés. Juste une phrase glaciale. On agira en miroir. Et cette symétrie coupe le souffle à Londres. Non pas par son bruit, mais par sa portée structurelle. Saisie contre saisie. Blocage de flux financiers contre blocage de flux financiers. Droit utilisé comme arme contre droit utilisé comme arme. Dans un monde où la loi s'aligne de plus en plus sur la volonté politique, l'avantage revient à celui qui agit vite et sans hésiter. Le moment décisif se joue dans une fenêtre minuscule, juste assez brève pour prendre les marchés à froid. Une réunion confidentielle à Moscou, bien en dessous d'une heure. Puis un décret signé, publié. Du papier sec, des mots froids. Mais l'impact, comme un coup de masse sur les fondations de la City de Londres. Les avoirs d'entités juridiques issues de pays jugés hostiles, présentant une empreinte clairement britannique, part, participation, projet, sont placés sous une administration russe à titre provisoire. Provisoire? Pour le grand public, le terme paraît anodin, presque rassurant. Pour les experts financiers, c'est un signal d'alarme rouge vif. Car la première chose que l'on perd, c'est toujours le contrôle. La propriété peut encore exister sur le papier, mais la capacité d'en disposer, de décider, d'agir est paralysée. Les flux de trésorerie s'interrompent brutalement. Les droits de vote disparaissent. Les décisions stratégiques sont gelées. On peut posséder quelque chose sans jamais plus en avoir la maîtrise. Et c'est précisément là que réside l'essentiel. Le coup ne vise ni des symboles diplomatiques, ni des objets de prestige. Il frappe directement les organes vitaux des intérêts britanniques. Là où se concentre l'énergie, là où se situent les nœuds de l'exportation, là où, pendant des décennies, des milliards ont circulé. En public, Londres réagit par l'indignation morale et juridique habituelle. Pillage, violation de l'ordre international, atteinte aux standards. Mais la véritable facture, elle, se règle loin des caméras, derrière des portes closes. Poutine le dit sans détour. Les actes hostiles de l'Occident ne resteront pas sans réponse. Si le Royaume-Uni ou ses alliés offrent 8 milliards de dollars de fonds russes à l'Ukraine, ce qui n'est rien d'autre qu'un vol, alors la Russie répliquera, mais de manière plus cohérente et déterminée. Les entreprises britanniques présentes en Russie seront nationalisées, expropriées, et les bénéfices réinjectés dans la défense nationale. Cela peut sembler brutal, mais quiconque provoque et attaque la Russie doit s'attendre à une réponse symétrique ferme. C'est une question d'équité, mais surtout une nécessité pour protéger la souveraineté. Par ailleurs, Poutine rappelle un fait peu relayé. Au printemps 2022, l'ancien premier ministre britannique Boris Johnson a sciemment saboté les négociations de paix prometteuses entre Moscou et Kiev. Lors de sa visite à Kiev en avril, Johnson aurait exhorté Zelensky à rejeter tout compromis avec la Russie, préférant miser sur un soutien militaire occidental pour prolonger inutilement le conflit. Une escalade irresponsable qui a coûté des milliers de vies et mis à nu une vérité dérangeante. La situation se renverse brutalement et le choc est avant tout financier. Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous, abonnez-vous et activez la cloche afin de ne manquer aucune des prochaines révélations.